La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à Sétif dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, les épidémies par exemple. Il y avait eu une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière. Presque toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement pour nous. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux. Mais pour les tenants du colonialisme, il est hors de question que changent ces liens coloniaux. Pour eux, ces soldats algériens, rescapés de la campagne d'Italie, de la campagne de France, de la campagne d'Allemagne, il faut bien leur faire comprendre dès leur retour à Alger qu'ils se sont battus pour la liberté des autres et pas pour la leur. Pour bien marquer qu'en Algérie, rien n'est changé, l'administration coloniale entend, avant même que cesse la joie populaire, frapper un grand coup. Lorsque je suis sorti du collège, le mardi 8 mai 1945, parce que nous avions l'autorisation de sortir, c'était un jour de fête, il y avait les cloches chrétiennes qui sonnaient, il y avait même des officiers qui buvaient du champagne sur les trottoirs. C'était d'un côté, dans le centre, puisque le lycée était au centre, une atmosphère de joie, mais tout d'un coup, cette atmosphère-là a totalement changé parce que, je l'ai compris plus tard, mais enfin, il y a eu un élément nouveau, c'est le défilé du 8 mai 1945 à Sétif, qui était vraiment imposant parce qu'il faut savoir que le mardi, c'est le jour de marché à Sétif. Et il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées tout autour, et il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés, mais c'était une immense foule. Et devant la foule, il y avait les scouts musulmans, et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manifestation avec ces étudiants. Mais nous avons tout juste fait quelques pas. Et puis il y a eu les coups de feu. Le cortège a reflué, on a vu même des enfants écrasés. Puis c'était la panique. On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait, mais on voyait bien que c'était très grave. J'ai pris la décision de rentrer dans mon village parce que mon père était malade. L'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol, etc., mais ça je l'ai su après. Bref, l'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, à la cité des civils. J'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie. Ensuite à Sétif, au camp d'artillerie. Là, nous étions quelque chose comme 6 000 Algériens de cette région-là. Et il y avait, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais il y avait plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet, à la gendarmerie par exemple, dans le village. On avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie. Et puis on entendait des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors tout le monde pensait qu'on allait être liquidé. Bon, les gendarmes et l'armée amenaient tout le temps de nouveaux prisonniers et on comprenait bien qu'il y avait vraiment une vague de répression qui s'est poursuivie après. Et c'est à Sétif, surtout quand on est arrivé au camp, que nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre l'ampleur du massacre. Face à 103 morts européens, l'administration coloniale annoncera 1150 morts algériens victimes de la répression. Mais si le bilan des morts européens reste stable, le chiffre des morts algériens s'alourdit vite. 7500, dit-on à l'état-major du général Duval. La commission présidée par le général Tubert arrive à 15 000 morts, mais est rappelée avant d'avoir terminé son décompte.
la commission algérienne et une commission de l'ambassade américaine arrivent à peu près à un chiffre commun entre 40 000 et 45 000 victimes algériennes. Oui, c'était vraiment un massacre, un grand massacre. Et il faut comprendre qu'il n'est pas dû au hasard, il n'est pas seulement lié à l'histoire entre l'Algérie et la France, puisque ce massacre, le même, et peut-être encore plus ample, s'est produit à Madagascar, la même année. Et en Indochine aussi. C'est la même politique qui a conduit à ces massacres-là. Puisque en Indochine, le bombardement de Haiphong, le revirement du gouvernement français avec le bombardement par Bargendieu, l'amiral Bargendieu, qui traduisait un changement radical de la politique française. Parce qu'après le discours de Brazzaville de Gaulle, on pensait que le gouvernement de la France libre serait pour l'émancipation des colonies. Il y avait des espérances et des illusions dans ce sens. On parlait d'union française. Et quand on a vu le massacre, quand on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Guelma, dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir, et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, qui la sentait relever la tête. Et à Guelma, par exemple, ils se présentaient avec des camions dans les domiciles. Ils prenaient, j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés et froidement exécutés par les milices. Alors ces milices, c'était naturellement des milices de colons, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. Ça a été vraiment la boucherie. D'autant plus que c'est allé très loin. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Il est vrai que la haine a existé des deux côtés. Mais je crois que là où elle existait le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Kharrata, ils vont brûler là où il va asperger des sangs et brûler avec ses enfants. Bon, moi j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Là, justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne pouvait même pas être neutre. Parce que ce parent-là, au fond, il était neutre, il n'était pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Bon, il faisait très bien son travail et puis il allait à la pêche. Bon, quand il y a eu des événements, quand la milice de Guelma s'est formée, on est allé le prendre, on lui a dit voilà, prends un fusil, on va tuer les Arabes. Bon, lui, il a dit non, pourquoi je vais tuer les Arabes, il n'y a rien contre eux. Bon, ben à ce moment-là, on l'a immédiatement fusillé, sa femme l'a entendu tomber, elle est venue en criant, enceinte, ils l'ont tué, son fils, 10 ans, pareil, c'est pareil, ça a été... Dans toute une région, ça a été ça, systématiquement. Le gouverneur général, c'était un socialiste, c'était le gouvernement de De Gaulle. Et c'est là qu'on a vu l'armée déjà dépasser en quelque sorte le gouvernement, le mettre devant le fait accompli, procéder au massacre, et par là même confisquer le pouvoir aux civils. Et ça, on n'a pas assez compris en 1945. Bien, ce qui s'est passé ce jour-là, je crois que ça a été, on pourrait appeler ça les illusions perdues. Nous avons perdu l'illusion que nous pouvions avoir l'indépendance comme ça, octroyée d'en haut, comme un cadeau des Français de gauche. Quant aux colonialistes, eux aussi ils ont perdu au moins une illusion, parce qu'ils pensaient que par ce grand massacre, ils auraient la paix pendant 10 ans. Mais quelle paix?